L'agent de police n'avait même pas terminé sa phrase que mes mains se sont mises à trembler. Mademoiselle Allier, nous avons récupéré 2 enfants laissés sans surveillance, ils disent que vous êtes leur tante. Je me suis figée sur place car j'avais dit non. Je n'étais pas disponible pour faire du babysitting. J'avais été claire, ferme, j'en avais fini d'être la roue de secours de la famille. Mais ma sœur avait tout de même envoyé Léa et Théo en taxi à mon adresse, sauf que le chauffeur s'est trompé de côté de la ville. Au moment où je suis arrivée au commissariat, les 2 enfants tremblaient, du mascara coulait sur les joues de la petite, et ils s'agrippaient l'un à l'autre comme si c'était la fin du monde, et 3 jours plus tard, quelque chose de bien pire s'est produit. Je m'appelle Juliette Allier, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été conditionnée pour être celle qui facilitait l'existence des autres. Dans notre famille, Solène, ma sœur aînée, était le soleil autour duquel tout gravitait. Elle a eu la grande chambre lumineuse à l'étage, j'ai eu la petite chambre humide du rez-de-chaussée, elle a eu des cours particuliers, et mon fonds d'épargne pour mes études a mystérieusement servi à payer ses frais d'école de commerce. Chaque fois que je demandais pourquoi, ma mère, Éléonore, soupirait comme si je faisais une scène, disant que la famille fait des sacrifices. Juliette, sois compréhensive. La compréhension est devenue ma personnalité tout entière. Peu importait que j'ai construit ma propre vie à Paris, travaillant comme analyste financière, gardant un petit appartement dans une rue calme près de la Seine, établissant des routines qui avaient du sens pour moi. Aux yeux de ma famille, j'étais toujours celle qui devait plier. La seule exception, la seule partie de ma famille qui ne m'a jamais semblé compliquée, c'était Léa et Théo. C'étaient les enfants de Solène, mais d'une certaine manière, ils étaient devenus les miens dans tout ce qui comptait vraiment. Léa avec ses grands yeux calmes, Théo avec sa façon de s'accrocher à ma main comme s'il me faisait plus confiance qu'à la gravité. Chaque fois qu'ils venaient me voir, je me mettais à leur hauteur pour faire leur lacet, préparer une soupe chaude, lire des histoires. Ils me regardaient comme personne d'autre dans ma famille ne l'avait jamais fait, comme si j'étais leur refuge. C'est peut-être pour cela que ça me faisait si mal de voir Solène les traiter comme des accessoires de son mode de vie, les déposant à la dernière minute pour pouvoir disparaître le temps d'un week-end au spa ou pour une dégustation de vin. Elle m'envoyait un SMS 1 heure avant, parfois moins, disant sois une bonne tata, ne complique pas les choses, tu sais que Marc est occupé. Et la plupart du temps, je réorganisais tout, j'annulais des dîners, je repoussais des courses, je restais éveillée tard pour finir mon travail après qu'il se soit endormi. Mais cette année, quelque chose a changé en moi. L'épuisement n'était plus seulement physique, c'était une sorte d'érosion émotionnelle, j'en avais assez d'être nécessaire uniquement quand cela arrangeait quelqu'un d'autre. Alors, quand Solène a appelé un jeudi après-midi, alors que j'étais en pleine préparation d'une conférence que je planifiais depuis des mois, j'ai dit non, calmement, rationnellement, comme une adulte, trouve une autre nounou Solène, je ne suis pas disponible ce week-end. Il y a eu une seconde entière de silence à l'autre bout du fil avant qu'elle ne siffle tu es égoïste, tu sais ça, puis elle a raccroché. Pour la première fois de ma vie, je ne lui ai pas couru après, je ne me suis pas excusée, je n'ai pas assoupli la limite. Et pourtant, à travers cet étrange silence qui a suivi, quelque chose d'inquiétant a rampé en moi, je ne pouvais pas le nommer, mais cela s'est logé à la base de ma colonne vertébrale comme un avertissement. Dans ma famille, le non n'était jamais une réponse que Solène acceptait, elle l'entendait comme un défi, une insulte. Je ne savais simplement pas jusqu'où elle irait pour prouver qu'elle avait encore le contrôle. Le week-end est arrivé plus froid que prévu, le genre de matinée vivifiante où Paris semble à moitié éveillé, enveloppé dans une fine couche de brume. J'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et revu mes diapositives pour la conférence. Cela aurait dû être un samedi normal, calme et studieux, du moins c'est ce que je pensais. À l'autre bout de la ville, Solène faisait ses valises pour son escapade. Je ne connaîtrai les détails que bien plus tard, mais je peux imaginer la scène maintenant, elle jetant des robes dans une valise, se précipitant à travers la maison tandis que Léa attendait dans le couloir, serrant son sac à dos. « On va chez Tata Ju ?» a demandé Léa. Solène l'a à peine regardée, oui elle sera là, mais elle a dit, monte dans la voiture Léa. Théo, encore à moitié endormi, serrait sa peluche dinosaure contre sa poitrine alors que Solène les poussait dans un taxi. Elle a griffonné le nom de ma rue sur un morceau de papier plié, juste le nom, rien d'autre, pas de numéro d'immeuble, pas de rue transversale, aucune indication que c'était sur la rive gauche et non la rive droite.
Pour elle, cela n'avait probablement pas d'importance, je rattrapais toujours les morceaux qu'elle laissait tomber, elle supposait que je le ferais toujours. De retour dans mon appartement, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle, pas un SMS, pas un appel, rien qui ne laissait présager qu'elle avait fait quelque chose d'irréversible. J'ai enfilé un blazer, vérifié l'heure et répété quelques points de discussion dans ma tête, c'est alors que mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai failli laisser passer sur la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mademoiselle Allier ? Oui, c'est l'agent Brunet, nous vous appelons d'un commissariat près des quais, nous avons 2 enfants ici, Léa et Théo, ils disent que vous êtes leur tante. Ma tasse m'a échappé des mains, le café a éclaboussé partout. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par vous les avez ? Ils sont censés être à la maison. Ils ont été déposés par un taxi devant un immeuble sur les quais, le mauvais immeuble, ils ont été trouvés seuls, bouleversés, un voisin nous a contactés. Je ne pouvais pas entendre le reste à cause des battements de mon cœur dans mes oreilles. J'ai attrapé mes clés, me souvenant à peine de verrouiller la porte. Le trajet en taxi m'a semblé interminable, chaque feu rouge était une punition, chaque virage me serrait davantage les poumons. Tout ce à quoi je pouvais penser était qu'ils sont seuls, ils ont peur, elle leur a fait ça, elle a fait ça à cause de moi. Quand je suis arrivée au poste, le monde s'est rétréci, une petite pièce, des néons bourdonnants, des murs gris et 2 minuscules silhouettes blotties sur un banc. Le visage de Léa était strié de larmes, les mains de Théo tremblaient alors qu'il s'accrochait à son dinosaure. Quand ils m'ont vu, ils ont tous les 2 bondi et couru dans mes bras. Leur corps tremblait si violemment que cela m'a secoué les os. Tata Ju, a pleuré Léa en enfouissant son visage dans mon épaule, on ne savait pas où aller, l'immeuble n'avait pas ta porte. Théo a octé, le chauffeur est parti. Je les ai enveloppés tous les 2 dans mon manteau, le cœur brisé d'une manière que je ne soupçonnais pas possible. L'agent Brunet s'est avancé avec un dossier, ils ont été trouvés sur un trottoir pendant au moins 20 minutes avant que le voisin n'intervienne, cette situation pourrait être qualifiée de mise en danger de mineur, nous aurons besoin de votre déposition. Mon téléphone a vibré, Solène appelait. Je n'ai pas répondu. Quand il a vibré à nouveau, l'agent Brunet a hoché la tête, vous devriez prendre ça. J'ai mis le haut-parleur. La voix de Solène a explosé dans la pièce. Où sont mes enfants ? Le chauffeur de taxi a dit qu'il les avait déposés il y a des heures. Ma gorge brûlait. Solène, tu as écrit la mauvaise adresse, tu les as envoyés à l'autre bout de la ville. Un moment de silence stupéfait. Quoi ? Non, tu étais censé être là, c'est ta faute Juliette. L'agent Brunet a tendu la main, je lui ai passé le téléphone sans hésitation. Madame Vasseur, dit-il fermement, vos enfants ont été abandonnés sur un trottoir public, vous devez revenir immédiatement, cet incident est documenté. Sa voix s'est élevée, rage, déni, panique, avant que l'agent ne mette fin à l'appel. J'ai baissé les yeux vers Léa et Théo, s'agrippant à moi comme s'ils essayaient de s'ancrer en sécurité. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est décidé, une ligne a été tracée nettement. Si je restais silencieuse maintenant, je serais complice du danger. Tout ce qui a suivi, les signalements aux services sociaux, les audiences, l'implosion de la famille, a commencé avec cette prise de conscience, et cela ne ferait qu'empirer à partir de là. Les 48 heures suivantes ont donné l'impression de vivre à l'intérieur d'un nuage d'orage, basse pression, pas d'air, tout vibrant d'une menace silencieuse et constante. Madame Chevalier de l'aide sociale à l'enfance a appelé la première, sa voix était calme, rodée, le genre de ton qui ne vient qu'après des années à voir des familles se défaire. Nous ouvrons une évaluation concernant Léa et Théo, a-t-elle dit, nous devrons vous interroger, ainsi que leur père et leur mère. J'ai accepté immédiatement, il n'y avait rien à cacher. Marc a appelé ensuite. Je m'attendais à de la colère, peut-être de l'amertume, il avait toujours cru les histoires de Solène à mon sujet. Au lieu de cela, sa voix était tendue, horrifiée. Elle m'a dit que tu avais confirmé que tu pouvais les garder, elle a dit que tout était arrangé. Je lui ai dit non Marc, clairement, à plusieurs reprises. Un long silence, puis nous rentrons à Paris, je veux voir le rapport de police. Pendant que Marc réservait le premier vol de retour, ma famille s'est retournée contre moi comme si c'était chorégraphié. Éléonore a appelé, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?
Les services sociaux, la police, tu veux la détruire? Elle a envoyé ses enfants seuls dans un taxi à l'autre bout de la ville, ai-je dit doucement. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos d'eux. Ne déforme pas tout, tu as toujours été jalouse de Solène, tu as enfin trouvé ta chance. J'ai raccroché avant que le vieil instinct de me défendre ne revienne. Tante Marion a laissé un message vocal ensuite, disant que la famille gère les affaires de famille en famille. Mais ce n'était pas une affaire de famille, c'était la sécurité des enfants, et la ligne entre ces choses s'était brisée au moment où Léa et Théo ont été trouvés en pleurs sur un trottoir. Dimanche soir, le récit contre moi se répandait déjà parmi des proches dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, aigris, célibataires, jalouses, dramatiques. On m'avait déjà traité de tout cela auparavant, mais cette fois, ça ne m'atteignait pas. Je savais exactement qui je protégeais. Quand Marc est arrivé à mon appartement ce soir-là, il avait l'air secoué. J'ai vu le rapport, a-t-il dit, et les déclarations. Juliette, merci, ils auraient pu être blessés ou pire. Il a demandé mon aide pour rassembler les SMS, les horaires, les historiques d'appels, chaque message de Solène exigeant une garde d'enfants sans préavis, chaque capture d'écran où j'avais dit non, chaque fois qu'elle avait essayé de me culpabiliser quand même. Ce n'est pas une erreur ponctuelle, a-t-il dit doucement, c'est une habitude. Lundi matin, Maître Fort, l'avocate de Marc, m'a convoqué pour une réunion. Elle était posée, tranchante et effroyablement efficace. Nous allons demander la garde temporaire, a-t-elle dit, votre témoignage est crucial, cette affaire ira vite. Mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais à la réalisation de ce que cela signifiait. Solène s'en prendrait à moi, Éléonore me déchirerait, la famille se scinderait en deux. Maître Fort a semblé lire mon hésitation. Vous ne faites pas ça contre votre sœur, a-t-elle dit doucement, vous faites ça pour ses enfants. Cette nuit-là, assise seule dans mon appartement, je me suis enfin autorisée à ressentir l'effondrement silencieux d'un rôle tenu toute une vie, la fille parfaite, la sœur conciliante, celle qui colmatait les brèches et aplanissait les choses. Cette Juliette-là avait disparu, et à sa place se tenait quelqu'un qui ne détournerait plus le regard. Le vrai combat ne faisait que commencer. 3 jours après que la police a trouvé Léa et Théo, mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois c'était Maître Fort. Sa voix portait le tranchant d'une lame. Juliette, la requête est déposée, Marc demande la garde d'urgence, Solène sera notifiée aujourd'hui. L'appel qui l'a détruite, c'est comme ça que je l'appellerai plus tard, car au moment où Solène a réalisé que ce n'était pas une dispute familiale mais une affaire légale, son monde entier s'est effondré. Solène m'a appelé 30 secondes plus tard, la voix déchiquetée et sauvage. Comment oses-tu? Comment oses-tu me faire ça, Juliette? Tu t'es fait ça toute seule, ai-je dit, forçant mon ton à rester égal. Je les ai laissés avec un chauffeur, les gens font ça tout le temps. Tu les as laissés à l'autre bout de la ville, seuls, en pleurs, tu es dramatique, c'est ta faute si tu les avais surveillés. Non, ai-je coupé, si tu avais agi comme une mère, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle a crié jusqu'à ce que la ligne coupe. Maître Fort a rappelé, n'échangez plus avec elle, tout passe par les voies légales maintenant. Et juste comme ça, la vraie bataille a commencé. Le palais de justice semblait plus froid que l'air extérieur, des sols résonnants, de hauts plafonds, du bois poli qui semblait trop propre pour le genre de famille brisée qui franchissait ses portes. Marc était assis à côté de son avocate, les épaules rigides. J'étais assise derrière eux, les mains serrées si fort que mes os me faisaient mal. Solène est entrée en dernier, elle avait l'air parfaite, cheveux bouclés, maquillage doux, tenue coordonnée pour projeter l'image d'une mère douce. Elle serrait un mouchoir de façon théâtrale dans une main. Son avocat a posé une paume protectrice sur son épaule. Une performance bien répétée. Quand l'audience a commencé, l'avocat de Solène s'est avancé le premier. Monsieur le juge, ma cliente est une mère dévouée qui a commis une seule erreur sous un stress extraordinaire. Toute cette situation est grossièrement exagérée par une sœur aigrie et sans enfant avec un long passif de jalousie. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais je n'ai pas réagi. Les faits parleraient d'eux-mêmes. Il a continué, Madame Vasseur est bénévole à l'école des enfants, elle assiste aux activités, elle a été la principale figure parentale toute leur vie. Maître Fort s'est levé ensuite, l'expression froide et imperturbable.
Monsieur le juge, nous avons des rapports de police, des documents des services sociaux, des déclarations de témoins oculaires et un schéma de négligence s'étendant bien au-delà de cet incident. Le juge Kerviel s'est tourné vers la barre. Appelez votre premier témoin. L'agent Brunet s'est avancé. Il a témoigné simplement. Le taxi a laissé les enfants sur un trottoir pendant au moins 20 minutes, l'adresse écrite était incomplète et inexacte, l'immeuble n'avait pas d'appartement correspondant, les enfants étaient en détresse, avaient froid et étaient confus. L'atmosphère du tribunal a changé. Solène regardait droit devant elle, la mâchoire serrée. Vint ensuite Madame Chevalier de l'ASE. Son rapport était dévastateur. Incidents antérieurs où Solène n'avait pas récupéré les enfants à l'heure, un appel précédent d'une école au sujet de Théo errant près d'une rue passante, des notes sur Léa exprimant la peur d'être laissée à nouveau, des observations sur Solène priorisant ses activités personnelles sur la surveillance. Les épaules de Solène se sont voûtées. Maître Fort s'est levé. Nous appelons maintenant Mademoiselle Juliette Allier. Mon pouls battait la chamade alors que je m'approchais de la barre. J'ai prêté serment, me suis assise et ai plié mes mains soigneusement sur mes genoux. Mademoiselle Allier, a commencé Maître Fort, avez-vous accepté de faire du babysitting le jour de l'incident? Non. Avez-vous clairement communiqué cela à Madame Vasseur? Oui, plusieurs fois. Étiez-vous au courant qu'elle avait toujours l'intention de vous envoyer les enfants? Je n'en avais absolument aucune idée. L'avocat de Solène s'est levé pour le contre-interrogatoire, son sourire en coin était un couteau. Mademoiselle Allier, n'est-il pas vrai que vous avez toujours en voulu à votre sœur? Non. Vous êtes jalouse de sa vie, de sa famille, de son succès. Non. Il a fait les 100 pas lentement. Vous avez gardé ses enfants des dizaines de fois, correct? Oui. Et cette fois, vous avez choisi le travail plutôt que la famille. J'ai choisi la sécurité plutôt que de permettre un comportement dangereux, ai-je dit, il y a une différence. Maître Fort n'a pas souri, mais le coin de ses yeux s'est adouci avec approbation. Quand je suis descendu de la barre, Solène m'a regardé avec une haine pure. Puis ce fut son tour de témoigner. Elle a pleuré presque instantanément. Je pensais qu'ils allaient chez ma sœur, je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit de mal, j'ai écrit l'adresse vite, je n'avais aucune idée que le chauffeur serait confus. Le contre-interrogatoire de Maître Fort était impitoyable mais calme. Madame Vasseur, est-il vrai que vous n'avez pas confirmé que votre sœur serait à la maison? J'ai supposé. Est-il vrai que vous avez laissé les enfants sans vérifier que l'immeuble avait l'appartement que vous aviez écrit? J'étais pressée. Et est-il vrai que ce n'est pas la première fois que vous ne surveillez pas correctement les enfants? C'est exagéré. C'est documenté. La salle est devenue silencieuse. Le juge Kerviel s'est penché en avant, l'expression taillée dans la pierre. Ce n'est pas un lapsus unique, c'est un schéma de mépris pour la sécurité des enfants. Le visage de Solène s'est froissé. Marc s'est légèrement reculé, effleurant ma main pendant une seconde, un merci silencieux, un chagrin partagé pour ce à quoi nous en étions arrivés. Le juge a continué, la voix absolue. La résidence principale sera accordée à Monsieur Vasseur, le droit de visite de Madame Vasseur sera médiatisé jusqu'à ce qu'elle termine des cours de parentalité, une thérapie individuelle et démontre un changement comportemental durable. Solène a laissé échapper un son entre un halètement et un sanglot. Quand l'audience a été levée, elle a foncé dans le couloir vers moi. « Tu as gâché ma vie », a-t-elle sifflé. Je l'ai regardée calmement. « Tu as failli gâcher la leur. » Son visage s'est tordu, mais elle n'avait plus de mots. Pour la première fois, Solène a réalisé qu'elle ne pouvait pas transformer cela en une histoire où elle était la victime. Et j'ai réalisé la même chose. Je n'étais plus l'ombre de la famille, je n'étais plus la roue de secours, je n'étais plus celle qui avalait chaque injustice. J'étais celle qui avait enfin protégé Léa et Théo d'une manière dont personne ne m'avait jamais protégée, et rien ne serait jamais plus pareil. La vie ne s'est pas calmée du jour au lendemain, mais l'air autour de nous est enfin devenu respirable. Marc a mis en place une routine structurée dans son appartement, tableau des devoirs sur le frigo, dîner régulier, coucher tôt. Les cauchemars de Léa ont cessé après quelques semaines. Théo a commencé à dormir sans la lumière du couloir allumée.
Hélène et Georges m'ont accueilli chez eux comme si j'avais toujours été de la famille, me remerciant d'une manière qui me nouait la gorge. Même ma patronne, Madame Ramirez, m'a prise à part un matin. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, a-t-elle dit, vous avez protégé ces enfants, c'est important. Solène a assisté à ces visites surveillées, généralement distraites, généralement sur la défensive. Les notes de thérapie disaient qu'elle était présente physiquement mais détachée émotionnellement. J'ai arrêté d'attendre qu'elle change. J'avais perdu la version de famille que j'avais autrefois supplié d'avoir, mais j'ai gagné quelque chose de plus stable, une famille choisie construite sur le respect, les limites et la sécurité. Et voir Léa et Théo enfin expirer, cela a rendu chaque bataille digne d'être menée. Avec le recul, tout a basculé au moment où j'ai dit non. Solène a envoyé les enfants en taxi, le chauffeur s'est trompé de côté de la ville, et 3 jours plus tard est arrivé l'appel qui a complètement détruit son histoire. Mais protéger Léa et Théo valait chaque fracture qui a suivi. Si cette histoire a résonné en vous, partagez vos pensées ci-dessous et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.